On y va. Alors on est à la Haggadah. Vous vous rappelez qu'on avait commencé la Haggadah Kouf Bet, mais on est loin maintenant. Dans la Haggadah Kouf Bet, ça ne dépend pas des pages, ça dépend du titre. Ouais, le titre c'est Kouf Bet, c'est dans Chichi, ouais, bravo. Alors on a vu la fameuse discussion, bon, qui ne vous avait pas tellement intéressé, s'il fallait dire Motzi ou Motzi. Motzi lechem min haaretz ou Motzi lechem min haaretz. Et on avait tranché que, un enseignement très important, qu'on fait comme Rabbi Nechemia dit, à savoir Motzi. Et on dit pourquoi? Parce qu'il, lui, c'est un homme Adam Gadol Hu. On avait dit que dans beaucoup de cas, c'est un argument qu'on amène. Adam Gadol Hu, ça veut dire que quand on n'a pas la preuve de dire comme ça ou comme ça, alors il faut bien trancher. Alors, très souvent, la Gemara, elle dit, on fait comme lui parce que c'est un grand homme. Et comme chez Chabad, on est le soir de Rosh Hashanah, nous disons, quand on allume les bougies, Yom HaZikaron Hazeh. Le'adlik ner Yom HaZikaron Hazeh. Et personne ne dit ça. Il n'y a que Chabad qui dit ça. Ouais. Tout le monde dit Yom Tov. Et tout le monde attaque, évidemment, en disant, vous avez inventé ce rite de dire Yom HaZikaron Hazeh. Alors, en vérité, il n'y a aucune référence. La seule référence, c'est que c'est Admor Hazaken qui a dit qu'il faisait comme ça de chez son père. Et il n'y a aucune référence, ni dans l'Agmara, ni dans les Rishonim, ni dans les Zohar, ni dans le Midrash. Donc tout le monde, évidemment, attaque cette chita en disant, mais pourquoi vous inventez un noussar de bracha alors que tout le monde dit les adlik ner shel Yom Tov. Et ce à quoi on répond, ce qu'on appelle un smatch. Un smatch. Comment les autres, enfin tous les autres juifs à Kippour, ils disent tous les adlik ner shel Yom Kippourim, mais tu dis pas Yom Tov alors que c'est Kippour. Tu aurais pu dire Yom Tov aussi. Donc pourquoi à Kippour tu tolères de dire Kippour alors que tu aurais dû dire Yom Tov? Et à Rosh Hashanah, tu ne tolérerais pas de dire Zikaron Hazeh, puis c'est le noussar de la tefila. Et Yom HaZikaron, on dit dans le Kiddush, on dit dans la tefila. Voilà, donc, et d'où on apprend ça? On dit parce que Admor Hazaken, Adam Gadol Hu, c'est un grand homme. Donc comme c'est un grand homme, tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Donc on a conclu que on dit Motzi lechem min haaretz, parce que c'est Rabbi Nechemia qui nous a dit, grammaire ou pas grammaire, on doit dire Motzi lechem min haaretz, et tout le monde se plie à ça. La différenciation qu'il y a entre la halakha et la Haggadah, c'est que la halakha, c'est facile. La halakha, c'est facile. Vous avez la Mishnah, la Gemara, elle traite du problème, d'accord? Après viennent les Géonim, et les Rishonim, le Rambam, le Toron. Tous les Rishonim ils discutent. En général, on voit vers quoi ça tourne. S'il y a une différenciation Ashkenaz, Séfarad, comment on dit ça, minoritaire, majoritaire, etc. On voit comment ça tourne. Et vous allez jusqu'à aujourd'hui. Et ça reste la même ligne de conduite depuis la Mishnah. Dans la halakha, c'est rien de plus facile. Bon, évidemment, il faut faire le travail de recherche, de rechercher depuis comment on appelle ça, le parcours que la halakha a fait jusqu'à arriver en dernière ligne au Shulchan Aruch. Ça, c'est la halakha, donc vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous suivez le fil conducteur. Dans la Haggadah, ce que nous on fait ici, c'est très compliqué, parce que la Haggadah, c'est pas de la halakha. C'est de la pensée, c'est du secret, c'est du mystère. D'accord? Donc, de la Haggadah, on ne peut pas dire c'est comme ça. Non, de la Haggadah, tu apprends des enseignements
qui sont des secrets de la Torah en fait, mais qui sont en général réservés à des rares commentateurs. Les gens qui ont commenté la Haggadah, ils sont rares. Alors que la plupart se sont occupés de la halakha. Pourquoi? Parce que c'était méprisé? Pardon? Parce que c'était méprisé? Non, au contraire, c'est parce que c'est mystérieux. Quand c'est mystérieux, alors en général, on garde la Haggadah comme elle est. C'est pas Comme elle est, comme vous l'avez entendu dans le livre ici, vous la gardez. Alors après, vous allez l'interpréter dans les drachot, vous allez l'introduire, mais la Haggadah reste la Haggadah. Et là, voilà, il vous a mis ça comme une Haggadah, qu'on doit dire motzi ou hamotzi. Il vous dit, la Haggadah nous raconte que Rabbi Nechemia, il a dit hamotzi, et il était connu internationalement en son temps pour être un grand homme, et donc tout le monde s'est plié à son avis. Hamotzi Lechem. En quoi c'est un problème de dire Hamotzi? Ah oui, il fallait venir la semaine dernière. Ah bon? C'était pas un problème, c'était C'est pas une simple c'était question de formulation? une complication des psukim. Ah bon? Si on veut parler du présent, si on veut parler du passé, si on veut parler d'une chose que Dieu Dieu fait à chaque instant, est-ce qu'il crée à chaque instant le pain, etc., etc., etc. Voilà, donc ça on l'a fait la semaine dernière. Et maintenant, on a dit... Voilà, on passe donc à la Haggadah Kouf Gimal, la 103. La 103, elle nous dit Hanehu Trei Talmidei. Un jour, il y avait deux élèves. Trei, en araméen, ça veut dire deux. Ah bon? Ouais. Trei, il y avait deux élèves. Comment diriez-vous trois? Talat, voilà, bravo. On sait très bien que le shin hébreu devient le tav en araméen. Che en hébreu devient tav en araméen. Donc shalosh devient talat. Shor devient tor. Oui, l'arabe, l'araméen, c'est des langues, comment on dit, cousines. Que cousines. Donc il dit, il y avait deux talmidim. D'Aravo, Yadvei Kameh de Rav Kapara, qui était assis, qui était installé pour écouter le cours de Bar Kapara. Eviou le Fanav, Krouv, Vedon Maskin, ou Parkiot. Ils lui ont amené devant lui du chou. À l'époque, c'était. Au temps de la Gemara, le chou, c'était un. Comme ils avaient très peu de légumes. Les éoréginales et les éronéginales et les légumes verts qui sont aujourd'hui à la mode, à la très grande mode de tous les gens. Et les gens ils mangent surtout des légumes verts plus que des légumineuses et des. C'était réservé aux riches. Très peu de gens avaient des légumes verts, des légumes potagers quoi. La plupart des gens mangeaient toujours des kitniotes. D'abord parce que ça se conservait longtemps. Dans les sacs, etc. Et ils accompagnaient ça avec du pain. Donc ils mangeaient bourratif, quoi. Des fèves avec du pain ou des houmous. Ils mangeaient des kitnit et céréales en même temps. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Tu manges des haricots avec du pain ou du couscous avec des haricots. Et en vérité, j'ai parlé avec un diététicien. Voilà. Un diététicien, tout le monde maintenant s'accorde à dire, mais c'est le top de la diététique. De mélanger les céréales avec les légumineuses. D'où vos grands-mères, quand elles vous faisaient du couscous avec des haricots ou des pois chiches, elles avaient raison. Et quand la Gemara, elle vous donne un exemple, elle vous dit, si tu manges du pain, il est l'essentiel. Exemple, tu manges du pain avec des haricots. Je dis quoi? C'est tout ce qu'il a trouvé. Et pas avec des fèves. Je mangeais beaucoup de fèves à l'époque. Donc c'était hyper bourratif.
Donc, pour ça que les gens étaient très constipés. Ils étaient très constipés, tous les gens à travers les siècles. Parce qu'il y avait que les riches qui se permettaient d'avoir des légumes potagers. Et Madame Esther Amalka, dans quelques temps, on va reparler d'elle. Esther Amalka, quand elle était en prison chez Achashverosh, comme elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était juive, elle ne pouvait pas se permettre de manger des haricots ou des fèves, etc. Parce que, comme ils ont dévoilé maintenant en France, les fameuses boîtes de conserve Bonduel, ils ont dévoilé qu'il y avait du jus de viande dedans. Alors que tous les orthodoxes, tout le monde mangeait ça comme étant des boîtes de conserve que tout le monde prend, enfin, haricots, machin. Ils ont découvert que la marque Bonduel, c'est un grand scandale, parce que les Arabes, en plus, ils ne mangent pas de viande taref. Alors ils ont dit, vous avez trompé les consommateurs. Alors maintenant, il y a des problèmes de cachérisation, etc. Parce que tout le monde prenait cette marque. Donc, Bekitsour, Madame Esther Amalka, ne pouvant pas manger des haricots ou des fèves chez Achashverosh, parce qu'elle s'est dit, comment ils cuisinent ça là-bas dans les cuisines du roi. Donc, elle a fait semblant de dire qu'elle était au régime et qu'elle ne mangeait que des légumes frais. Et c'est pour ça que c'est un minag à Pourim. Plein de gens ne connaissent pas ce minag de manger des légumes frais à Pourim. C'est une salade de carottes, une salade de salade verte, pas des céréales, pas des légumineuses. Pas le repas cuit, en fait. Non, en plus de votre poulet, votre poisson, je ne sais pas ce que vous mangez à Pourim, vous mettez une salade fraîche. Poivron, En complément. je sais moi, tout ce qui est légumes frais. Et elle faisait ça parce que, comme ça, il n'y avait pas de problème. On lui amenait les carottes, elle voyait ce qu'il y avait dedans. Et à l'époque, il n'utilisait pas le vinaigre, etc. Donc, elle était couverte. Et donc, personne ne pouvait savoir qu'elle mangeait cachère, parce qu'elle prenait des légumes frais. C'est d'ailleurs pourquoi la Gemara, elle nous dit qu'elle était verte. Elle avait le teint vert, il y a dit que c'est à cause de ça qu'elle avait le teint vert, parce qu'elle mangeait trop de légumes frais. Mais Kitsour, en plus je vous fais un cours de gastronomie ce soir. On a amené donc devant Bar Kapara le krouv, le fameux chou. C'était des gros amateurs de choux. Pas le chou-fleur blanc, le chou, avec les grosses feuilles vertes. On lui a donné du chou bouilli, bien évidemment, ils ne mangeaient pas du chou cru. Vous savez, vous connaissez il n'y a pas très longtemps, les gens mangeaient toujours bouilli, ils ne mangeaient pas cru. D'ailleurs, je vous ai raconté à Pessar que la plupart des poskim du Moyen-Âge, et après, ils disent, pourquoi ne prend-on pas le karpas? Parce que le karpas, ça se mange cuit. Et donc c'est pas, il vaut mieux un légume cru que cuit. Moi, je me rappelle depuis que je suis né qu'on a toujours mangé du céleri cru. Céleri, des carottes. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, tu manges cru, ça va pas la tête, du céleri. C'est que la plupart des gens mangeaient toujours des comment on appelle ça, des légumes bouillis. Ils bouillaient les légumes. Ils mangeaient en soupe, toujours. Vous voyez que les habitudes ont changé avec les siècles. Aujourd'hui, c'est très fréquent que les gens mangent de préférence cru que cuit. Donc le krouv qu'ils lui ont amené, c'était pas du krouv cru, en salade, c'était du krouv bouilli. Celui qui sert à faire la choucroute ou les ragoûts. Vous voyez, dourmaskin. Dourmaskin, ce sont des comment on appelle ça, des prunes. C'était des prunes. D'accord? Il y avait un monsieur d'ailleurs à la Rachichoul. Vous vous rappelez, monsieur Dourmashkin? Dourmashkin. Alors tout le monde se moquait de lui parce que c'est un nom russe en fait. Dourmashkin, il dit, mais mon nom il est dans le Mishnah, vous rigolez ou quoi? Je m'appelle monsieur Prune.
donc maskin. Et on lui a aussi emmené des parguillotes. C'est revenu à la mode, les parguillotes. Aujourd'hui, c'est connu, les parguillotes, c'est des petits poulets. Et alors, ils ont testé Bar Kapara. Ils ont dit, par quoi va-t-il commencer? Quel bracha va-t-il faire? Va-t-il commencer par le chou, par les pruneaux ou par le poulet? Nathan Bar Kapara reshut le'echad mehem levarer. Bar Kapara, il a demandé à un des talmidim qui était là, il a dit, je tiens, vas-y, bénis, fais la bracha, toi, commence. Kafatz, le monsieur, l'élève en question, il a sauté et il a fait la bracha sur le poulet, sur les parguillotes. Nigleg alav chavero, son copain qui était à côté de lui, s'est moqué de lui, il a dit espèce d'ignare. On commence d'abord par Adama avant de faire Sheakol. Les légumes avant le Sheakol. Kaas Bar Kapara, et à ce moment-là, Bar Kapara s'est mis en colère contre l'élève, justement. Il a dit, Lo ala mevarer, je suis pas en colère contre celui qui a fait la bracha, qui a commencé par le poulet. Et là, à la Melagleg, je suis en colère contre celui qui s'est moqué. C'est lui sur lequel je suis en colère. D'accord? Alors il dit, Im chavercha domé que michelotam tam basar meolam. Si ton ami, il ressemble à quelqu'un qui a jamais goûté le goût de la viande, donc il avait forte envie de viande, puisqu'il avait sûrement pas goûté de viande depuis longtemps. Ata alma liglakta ala. Pourquoi tu t'es moqué de lui? Pourquoi tu t'es moqué de lui si depuis des semaines et des mois il n'a pas goûté le goût du poulet? Donc il avait envie de poulet plutôt que de chou. De quoi tu parles? Chazar et Amar. Et après il a recommencé encore une fois Bar Kapara en disant Lo ala melagleg anikoes. Maintenant sachez que je ne suis pas non plus en colère avec le moqueur. Et là ala mevarer anikoes. Je suis en colère sur celui qui a fait la bracha sur le poulet. Et il a dit pourquoi? Im chokhma en kan. Si c'est pas intelligent, s'il n'y a pas d'intelligence à cette table, si ni toi ni lui vous êtes intelligent, zikna en kan, il n'y a pas d'ancienneté, au moins respectez l'ancienneté si vous n'avez aucune intelligence vous-même. Vous avez compris l'astuce? Il n'a pas critiqué. D'abord, il a critiqué que l'autre se soit moqué de lui en disant s'il voulait du poulet, qu'est-ce que tu t'es moqué de lui? Et il dit maintenant, je me moque de vous deux. Je suis en colère contre vous deux. Parce que moi, vous aurez dû respecter l'ancienneté. Et c'est quoi l'ancienneté? Tana Ushnehem Lotziam Shnatam. Et il dit que les deux n'ont pas fini l'année. Ils sont morts dans l'année. Ouais. Donc on voit qu'à l'époque, il fallait. À l'époque, non, à toutes les époques. Il ne faut pas se moquer des chachamim. Ça peut vous coûter très cher. D'accord? Alors, cette histoire est finie, mais il faut la comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Ce sont les deux jeunes qui ont commencé à... Oh, c'est pas sûr qu'ils étaient des jeunes. Ça pourrait être des élèves de Bar Kapara. Bar Kapara, c'était la pointure de la région. Alors, il leur a dit, allez, vas-y, fais la bracha. Donc ils ont fait ce qu'il a demandé. Voilà, mais d'après lui, il a dit, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, tu aurais dû dire, Kvod Arav, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Comme vous ne l'avez pas dit, je suis en colère contre ça. Si au moins aucun d'entre vous n'est sage, au moins vous aurez pu respecter la vieillesse. Comment on dit ça? L'expérience. À savoir moi, c'est ce qu'il voulait dire. Et donc, il leur a à peine dit ça que dans l'année, ils ont passé l'arme à gauche. Donc ça, vous voyez que c'est beaucoup plus dangereux que la raquette. Que de prendre le train. C'est un travail des mounas. C'est vrai. Ben oui. Oui, mais je vous dis franchement, moi, je veux pas me flatter. Oui, mais vous ne prenez jamais la raquette, vous êtes à côté. Je prends ce que je veux et je prends quand je peux. Et je peux vous garantir que j'ai échappé à la mort 1 million de fois plus que vous.
Et je sais très bien que quand le bon Dieu il veut uniquement assez pour. Il veut que le bien, il veut que le bien. Pourquoi ici il n'y a pas eu tous les Chili Hamishi ici je suis là toujours fourré là-dedans. Pourquoi je me dis. Almea Vestrin. Non, je n'ai pas l'intention de fréquenter le chou jusqu'à 120 ans. Non, c'est parce que vous imaginez qu'il y a des endroits particuliers. C'est vrai, c'est un mauvais raisonnement. C'est un mauvais raisonnement. Exactement. Le raisonnement unique, c'est celui-là, d'avoir peur de la Torah, et donc, Le respect. Et le respect des sages, et ça fait peur. Parce qu'il les a, par sa colère, même pas prononcée, quoi. Oui. C'est pas qu'il les a maudits. Il Oui. n'a même pas maudit. Non, il a dit, il n'y a pas de sagesse ici. Mais au moins, il aurait pu avoir du respect de l'expérience. Ils se sont tus. Ils n'ont même pas demandé pardon. D'après voilà. lui, ils auraient dû dire Slicha. Mais Hila. Donc on voit que, vous connaissez cette histoire avec le rabbi, qu'il y avait un monsieur, je ne sais pas ce qu'il a fait, Bloméchané, Groner lui téléphone et lui dit tu sais que le rabbi est très en colère après toi. Waouh. L'autre, il a pris l'avion, il a filé, il a pris l'avion pour demander des explications. Alors il demande à être reçu par le rabbi, il dit le secrétaire m'a dit au téléphone que vous étiez makpid contre moi. Le rabbi dit moi j'ai dit ça. Mais non, je ne sais pas de quoi il parle. Il dit maintenant, il m'a dit avec l'assurance. Le rabbi a dit j'ai pas le temps d'être makpid. Je peux pas m'amuser à en vouloir à quelqu'un, à perdre mon temps avec. Ah, il n'a pas fait, il n'a pas dit. Bien que dans des lettres, il attaque des gens. Alors, hein. Il y a une lettre dramatique. Il y a un type, il écrit pour dire qu'il a perdu un parent et qui demande au rabbi des condoléances, quoi. Et le rabbi, il lui répond. Alors, moi, je me serais tiré une balle dans la tête avec une lettre pareille. Il lui dit comme toute votre vie, vous n'avez jamais su m'écrire que pour me casser les pieds. Jamais des bonnes nouvelles, que des mauvaises. Il dit ne vous étonnez pas que le bon Dieu il vous donne de mauvaises nouvelles. C'est le genre de gars qui n'écrivait, j'en connais des gens comme ça, qui n'écrivait ou qui ne demande que pour des qui demandent. Annonce qu'il y a une naissance, annonce que tu as de quoi payer tes factures, annonce que tu es en bonne santé, annonce des bonnes nouvelles. Non, il fallait qu'il annonce toujours des catastrophes. Et le rabbi lui répond, qu'est-ce que vous croyez que je vais vous donner des condoléances? Vous ne m'écrivez que pour m'annoncer des mauvaises nouvelles, c'était normal que le bon Dieu il en fasse autant. Paf! Quand vous lisez ça, le gars il a dû pleurer encore plus pour le mort. Hein. Mais Kitso, ça veut dire que alors, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Alors là, il leur a dit, toi tu as fait sur le poulet, et j'ai compris pourquoi, parce que tu n'en as pas mangé depuis longtemps, on comprend. C'est ce que la halakha explique. La halakha nous dit Chaviv Adif. Ce qui t'est cher passe en premier. On a déjà vu ça plusieurs fois. Pas comme les gens ils disent il faut commencer par Mézanot, après Geffen, après Haetz, après Adama, après chaque. Attends, moi j'ai pas envie de tout ça, d'accord? Tu m'as invité à une ascara de ta grand-mère, j'ai envie des cacahuètes, mais c'est tout ce que je veux. Des olives, j'en ai tous les jours. Tes gâteaux, ils sont durs comme la pierre de chez Angel. Ton vin, il y a trop de sucre. J'ai envie de cacahuètes, c'est tout ce que je veux. Donc, Adama, laisse-moi tranquille. Raviv, Adif, tu commences par ce qui te fait plaisir. Quand on était, les gens, ils sont crèvent de soif, ils arrivent. Vous leur servez des jus, et à côté, vous leur mettez des gâteaux, des trucs. Il fait maisonnote. Mais attends, mais moi, j'ai pas envie de maisonnote. Je crève de soif, laisse-moi boire un jus de pomme. D'accord? Donc je commence par chez Akol, je fais ce que je veux. Donc c'est ce qu'il lui a dit, il a eu raison ton copain. Il voulait du poulet lui, ça n'intéresse pas le chou et les pruneaux. Il voulait du poulet, donc il a fait chez Akol sur le poulet. Et toi tu t'es moqué de lui parce qu'il a donné préséance à chez Akol sur Adama. Il dit, tu t'es moqué de lui et je suis en colère après toi. Il dit maintenant je suis en colère après lui parce que lui aussi il aurait dû me dire Kvod Arav. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire chez Akol ou... Dans Bar Kapara, il n'était pas arrondisseur d'angle, comme on dit.
Et donc, il te dit, la Gemara te dit carrément, les deux n'ont pas fini l'année. Nigmar Hashipur. D'accord? Les deux n'ont pas fini l'année. Bon, ça c'est du classique. Hein. Je vous ai raconté que le Rav Rothenberg en Belgique, le Rav Rothenberg, le père, avant d'arriver à Paris, il était en Belgique, à Anvers. Et il devait être le rabbi de Belz. Et pour une raison ou une autre, il est resté en Anvers. Et il y avait des gens qui se moquaient de lui là-bas. Et le pire... Il n'aura pas été choisi. Il se moquait de lui d'avant. Non, je se moquais de lui. Moi, je priais à la Rachichoul à Paris. Vous ne connaissiez pas la Rachichoul? À la Rachichoul, il disait toujours on veut un rave, on n'a pas de rave. Depuis le rave Rubinstein qui était mort après la guerre, ils n'avaient pas de rave. Alors je dis attendez, ça fait 40 ans, vous n'avez toujours pas trouvé de rave. Dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui vous convienne. Alors ils m'ont avoué, ils m'ont dit écoute, nous, moi j'étais jeune, j'avais 20 ans. Ils m'ont dit écoute, nous, on était au mariage du rabbi à Varsovie. On a connu les plus grands admourim, les plus grands rabbanim, des lumières du siècle. On les a fréquentés, on a mangé avec eux, on a dormi avec eux en Europe. Donc, qui tu veux aujourd'hui qui nous convienne? On est tous neveux, ou petits-fils, ou cousins, ou élèves de gens hyper connus dont on a écrit des livres. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qui veux-tu qui nous impressionne? De Jérusalem, les Braques, New York? Donc, on ne trouve pas. Donc, effectivement, il y a eu une histoire semblable à Anvers. Et donc, Laurent Rothenberg, qui était... nous, à Paris, on le considère comme un homme très respectable. Mais à Anvers, ils n'ont pas tellement été impressionnés. Donc, un jour qu'il a voulu lui faire un discours, quand il a voulu se rasseoir, ils lui ont enlevé la chaise. Et donc, il est tombé à la renverse. C'est un truc de gosse, quand même. Non, c'est cruel. Et donc, il a été obligé, à cause de cette humiliation, de quitter la Belgique. Il est parti à Paris, etc., etc. Et là, on raconte la même histoire que les deux qui lui ont enlevé la chaise, ils n'ont pas fini à les... Ben oui. Là, c'est comprend. Non, mais pour vous dire que c'est pas qu'autant de Bar Kapara qui pouvaient avoir ce genre de truc, ça pouvait même arriver aujourd'hui. Bien sûr. Il y a une limite à ne pas dépasser. Voilà, donc vous apprenez donc 3 choses de cette Agada. Premièrement, qu'effectivement on peut faire ce qu'on veut dans les brachot, ce qu'on a envie. Deuxièmement, on apprend en passant que l'autre avait peut-être aussi raison. Que des fois, tu ne dois pas dire j'ai envie, peut-être dire oui, de toute façon je vais en manger. Je vais manger tout, alors commençons par Adam. De toute façon, je vais en manger du poulet. Et je vais en manger du chou, alors je commence par le chou. Et troisièmement, fais très attention à ne pas vexer les chachamim, même soi-disant le Shem Shamaim, comme on dit. Parce que la plupart des gens, ils vexent les chachamim, le Shem Shamaim. Ça veut dire quoi? Hein? Mais ils vont pas dire je suis un pourri. Ils disent non, c'est le Shem Shamaim que je l'attaque. Ferme-la. Tout le monde attaque le Shem Shamaim. Personne ne va dire, moi j'ai attaqué ce Rav, mais parce que c'est lui qui a dit quelque chose. qui transgresse, qui sacrilège le nom de Dieu ou de la Torah. Donc on dit fais attention, ne te mêle pas de Shem Shamaim, rentre le moins possible dans les histoires qu'il y a. Et parce qu'on dit que, comme on l'a vu plusieurs fois, les gens qui sont très désagréables avec les rabbanim, comme ils ont le srout de la Torah. Le srout de la Torah, c'est pas n'importe quoi. Puisqu'il y a écrit à la fin de la Sechet Chagiga que le feu du Gehinnom ne les atteint pas. Parce qu'ils ont le mérite de la Torah, même si tu n'es pas d'accord avec leur Torah, avec eux. Ah, c'est ça. D'accord ? Le fait d'avoir ingurgité et pratiqué, révisé de la Torah, automatiquement, même si ça te dérange, même si tu n'es pas d'accord avec eux parce qu'ils n'ont pas dit comme toi tu voudrais entendre, tu dois faire attention parce que c'est pas eux qui sont mis en cause, c'est leur Torah et elle peut te tomber sur la tête. Et donc tu peux t'exposer à des tas de catastrophes. Des gens
qui n'ont pas d'enfants, ou qui perdent leurs enfants, ou qui deviennent pauvres. Des trucs fous, quoi. Donc si on n'est pas d'accord quand un rave, par exemple, il dit quelque chose qui vous paraît aberrant, c'est arrivé. Je me suis tue parce que je ne pouvais pas réagir face au public. Ben oui, Alors non. j'aurais dû aller le En voir public- à la en fin pub- du en cours et lui public, c'est parler. sûr que non. Encore moins. Mais on peut aller le voir à la fin du cours et Oui, parler. d'accord. Ben oui. Non, de toute façon, il faut aussi Il a voir, dit voir quelque de, chose. faut voir de quoi on parle. On ne parle pas des rabbins de quartier, on parle des, Non, gens, non, mais- des gens qui sont Oui, j'ai des compris. pointures C'est ça. Exceptionnel. internationales. Quoi. C'est pas tous les coins de rue. Ça. Mais il faut faire attention, ça veut dire. D'accord. Voilà. Tana Kamei de Rav Nachman Bar Yitzhak. On enseignait quelque chose devant Rav Nachman Bar Yitzhak. Il y a des personnages qu'on retrouve souvent. Bon, évidemment, si on ne les connaît pas, on les situe pas forcément. Maniach aproussa betoch hashlema. Si quelqu'un il a mis un morceau à l'intérieur, un petit morceau dans un grand morceau. Il a pris un gros morceau de pain, et puis il a pris un petit morceau de pain avec. Et il fait la bracha. Il coupe ce pain et il fait la bracha. Amarle, Mashimcha, il dit comment tu t'appelles? Amarle, Shalmon, je m'appelle Shalmon. Amarle, Shalom ata ushlema mishnatra. Et c'est pas pour rien que tu t'appelles Shalmon, parce que tu es l'homme de paix, un homme de paix, et donc il y a ta Torah, elle est paisible. Paisible, c'est-à-dire elle arrange tout le monde, quoi. Il y a comment on appelle ça, une préoccupation que n'ont pas toujours les rabbinim ou les gens de Torah, d'arranger tout le monde, d'arranger toutes les chitotes. En général, les gens, ils aiment bien essayer de ne pas faire comme les autres. On dit non, essaye d'arranger comme tout le monde. S'il y a des gens qui veulent comme ça, fais comme ça. À moins que tu aies entendu que c'est contre la Torah, mais sinon, si ça fait plaisir à un, comme on voit par exemple dans une khatouna, toi tu prononces par exemple en ashkenaz, Boruchato, Montemani, et tu as fait un khatan et une kala qui sont des bons sfarad, qui n'ont pas d'accent particulier, ils prononcent à la française, Barurata, trié sois-tu, Barurata, faire le bureau. Alors, des fois, il va arriver que tu vas énerver le grand-père, la belle-mère, le truc. Mais qu'est-ce que c'est cette prononciation, hein? Tu vas dire Bouri, Khatou. Tu vas choquer les gens, et peut-être que le Khatan, il n'a pas envie d'entendre ça. Donc fais-lui plaisir, fais-lui Baruch Khata. Comme ça, il est content. C'est les sionistes, ils font comme ça d'ailleurs. Les sionistes, comment dire, orthodoxes. Ils font en accent séfarade, comme la Médina, quoi, comme elle parle, et il n'y a que le nom de Dieu qui prononce Noï, pour ne pas choquer le public. D'accord? Donc, c'est pas que tu renies ton accent. Tu veux faire plaisir à l'entourage qui est là. Les gens qui sont là, ils veulent entendre ça. Il y a plein il y a des gens qui s'en fichent complètement. Pour l'essentiel, c'est que les choses se passent. Mais il y en a qui ça leur fait plaisir. Ils veulent entendre cette musique-là. Quand vous faites un mariage, les gens, ils adorent entendre... comment ça s'appelle, les trucs du consistoire, là, vous voyez, Au moment de la Kitouba. la lecture des brachot, ils veulent entendre comme c'était à la rue Saint-Lazare, avec l'orgue. C'est comme ça qu'ils ont retenu. Donc, ils veulent entendre ça. Donc, si ça dérange personne, qu'est-ce que ça peut te faire? Fais-le. Donc, si ils te disent, ça s'appelle chercher le shalom. Dans la halakha, il faut toujours arriver au shalom, c'est-à-dire à unifier tant que tu peux le faire. Alors, comme lui, il a été intelligent, ce monsieur, il avait un grand morceau de pain, sûrement de farine blanche, et un petit morceau de pain de farine noire. Alors, il y a une discussion, est-ce qu'il faut, on donne préséance au blé, alors
En fonction des... Les céréales ne sont pas toutes de la même valeur. Alors, le blé, c'est beaucoup plus honorable que le seigle, par exemple, ou que l'orge. Ce sont des choses qu'on donne aux animaux. Donc tu as tendance à prendre le blé en premier. Mais d'un autre côté, il faut prendre un gros morceau plutôt qu'un petit morceau. Si vous avez, le soir, vous voulez manger, vous voulez manger. Vous avez un grand pain et un petit morceau de pain. Et vous voulez le petit morceau de pain. On te dit non, il faut que tu t'arranges pour manger. Le grand est plus important que le petit. C'est plus une louange à Dieu de prendre sur quelque chose de grand que de quelque chose qui est petit. Alors lui, il a fait ça, il a marié les deux. Comme ça, il était tranquille. Et lui, il dit, tu t'appelles comment? Chalmon. Il dit, ben oui, Chalmon, parce que tu cherches la paix, tu fais la paix. Tu n'as pas essayé d'aller comme l'un ou comme l'autre. Tu as essayé de faire comme tout le monde, d'arranger tout le monde. Et ton enseignement, il est parfait. Il convient à tout le monde. Chez Samta Shalom, Ben Talmidim, tu as fait la paix entre les élèves. Pour ne pas que les élèves en viennent à dire, ah, tu vois, hein, il a pris le petit morceau, donc tu vois bien que le blé, c'est plus important, on prend le blé, même si c'est un petit morceau. Et l'autre, il aurait dit, ah non, il a pris le grand morceau parce que c'était de l'orge. C'est plus important le grand, bien que ce soit de l'orge. Et il a pris les deux. Et personne ne pouvait dire, il a fait comme je veux moi. Vous avez compris? Donc, encore une fois, on t'apprend, c'est un klal de la halakha, que quand tu peux arranger toutes les chitotes, fais-le. D'accord? Arranger toutes les chitotes, fais-le. Comme je dis toujours, il y en a qui ils ne font pas une bracha finale quand ils boivent un café, par exemple. Parce qu'ils disent, ça se boit chaud, nanana, nanana. Oui. Une boisson chaude, il vaut mieux éviter de faire une bracha finale sur une boisson chaude. Il faut voir que sur une boisson froide que tu ingurgites. Bon. Rapidement. Donc, au lieu de te casser la tête aujourd'hui, tu as pris un café. Donc, pour ne pas rentrer dans la discussion s'il faut faire des fachos à la fin, prends un verre d'eau et un verre d'eau après, comme dans les bons cafés. Dans les bons cafés, on te sert toujours un verre d'eau après la glace ou après le café. Ne sois pas glacé, quand même, chambré. Non, c'est comme ça qu'on fait. Le café donne soif, la glace donne soif, donc on te sert en général un verre d'eau fraîche après le café. Il y en a qui m'a sorti qu'en Tunisie, il m'a sorti ça, il m'a dit, pourquoi en Tunisie on donnait un verre d'eau après le café? Je lui mets mon œil, je vais me faire croire qu'en Tunisie c'était tellement religieux qu'ils mettaient un verre d'eau après le café. C'était soit parce qu'ils connaissaient les bonnes manières, ou soit parce que c'était un café de haut niveau, qui faisait à la française. Donc c'est devenu maintenant, c'est très marrant parce que comment les gens d'aujourd'hui, ils essayent de rétroactivement de raconter que les gens d'avant étaient beaucoup plus orthodoxes que leurs enfants d'aujourd'hui. C'est faux entièrement. Dans notre génération à nous, on est tous des extrémistes. Les gens d'avant étaient beaucoup plus cool dans les générations d'avant. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une extrémisation de tout, quoi. On fait les trucs au maximum aujourd'hui. Alors que les grands ancêtres, c'est pas trop vite le matin et doucement le soir, ou alors ils disaient, bon, ça suffit comme ça, il n'y a pas besoin de faire plus. Ils arrondissaient les angles. Non, même au niveau de la mentalité, il n'y avait pas une mentalité d'en faire plus. Il n'y avait pas le côté orthodoxe qu'il y a aujourd'hui. Bien, les gens, ils mangeaient du pain boulanger, ils ne mangeaient pas toujours du pain juif, ils mangeaient du pain boulanger, chez tout du boulanger du coin. Et plein de choses sur lesquelles ils n'étaient pas aussi macpides que nous. Beketso, ça c'est quand tu veux arranger tout le monde, alors on te dit, essaye. Si tu peux arranger tout le monde, arrange tout le monde. D'accord? Ravami ve Ravasi. Ah, donc, vous voyez que l'intérêt de la Haggadah, c'est que à travers des comportements halachiques, vous apprenez du moussar, comment se comporter dans la vie. Ravami ve Ravasi. Il y avait deux
deux grands sages qui étaient collègues. L'un il s'appelait Ami, l'autre s'appelait Assi. Ils sont enterrés à Tibériade, c'est ça? Absolument. Rav qui ava mitremelehu rifta de Erova. On dit que quand il prélevait le pain pour faire le héros, il y avait il voulait faire un héros dans la ville ou dans leur quartier, donc il fallait du pain. Donc il prenait du pain. Mais Varchin Alei, il faisait une bracha sur ce pain. Amotzi lechem min haaretz. Il faisait la bracha du pain. Amri Oil, et David B. Mitzvah Chada. Il disait, c'est pas le tout de laisser le hérouv. Comme aujourd'hui, par exemple, le hérouv de Jérusalem, il est à la police. Tous les vendredis, il y a un délégué de la Moatza Datit, il met une boîte de thon avec une matzah pour confirmer que le héros est cachère, quoi. Et il faut le mettre dans un endroit public. Alors, il n'y a pas le mettre dans la rue. Sinon, ça s'abîme, ou les chats vont le manger. Donc, il le met à la police. Tout le monde peut rentrer et vérifier que le héros se trouve. Alors, maintenant, lui, il dit, une fois qu'ils avaient fait le héros, ils le mangeaient, ce héros. Ils en mangeaient. Comme nous, on fait le jour de fête. On mange le héros tafshilit. Et il a dit pourquoi? Il dit parce que comme il a servi à une mitzvah, la mitzvah du héros, je m'en sers comme une autre mitzvah de faire une bracha dessus. Alors qu'en général, le héros des quartiers, partout, il le laisse pourrir, quoi. Les gens ne vont pas chercher précisément à récupérer ce héros. D'habitude, c'est avec un chiffre, on fait ça. Non, le héros physique, mais là, le héros, il faut qu'il soit concrétisé par une solidarité entre les gens. Alors, on appelle ça, le héros, il faut qu'il soit une nourriture. À Paris, par exemple, il y avait des gens qui habitent dans des résidences. Alors, pour pouvoir jouer dans la résidence, les enfants, les poussettes et machin, ils se faisaient un héros entre eux. Donc, ça ne suffit pas qu'il soit fermé. Il faut qu'il y ait un repas avec. Puisqu'on a fait une mitzvah avec, on en ferait une autre. Amar Rav Yehuda Amarav, Asur le Adam sheyochal kodem sheiten machal labemto. On te dit en passant, puisqu'on parle de nourriture, tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas donné à manger à ta bête. On parle évidemment des agriculteurs, on ne parle pas des éleveurs, on ne parle pas du chat et du chien. On parle d'une bête domestique. Par exemple, les kibbutzniks, du Bnei Akiva, par exemple, ils ont des kibbutzim, où ils ont des vaches et des comment on appelle ça, des moutons, etc. Ou des chèvres, hein, ou des poules. Alors, il y a une halakha que tu ne dois pas manger toi tant que tu n'as pas donné aux bêtes d'abord. D'où on le sait, on vous dit ça tous les jours dans le Kriyat Shema. Il y a écrit Venatati esev esatra. Je donnerai de l'herbe du champ, l'ivemtecha à ta bête. Et après il y a écrit Ve'achaltam savata et tu mangeras. C'est-à-dire que, halachiquement, tu dois te préoccuper. Il y en a qui sont très marrants parce qu'ils font ça avec les poissons, les oiseaux. Ils croient que c'est les oiseaux. Donc avant de manger eux-mêmes, par exemple, ils n'oublient pas de nourrir les oiseaux ou les poissons qu'ils ont dans la maison. Mais en vérité, on parle de bêtes domestiques. Non, on ne vous a pas dit de faire ça. Les gens le font parce qu'ils croient que c'est toute bête avant tout. Mais non, les animaux domestiques. Dans les kibbutzim religieux, et même pas religieux, parce que très souvent les kibbutzim de la Shomer HaTzaïr, ils sont très superstitieux, donc ils demandent à Mea Sharim, compris pour la pluie, ils payent une synagogue de Mea Sharim compris pour la pluie. Ils disent il vaut mieux leur demander à eux, ils sont plus proches du bon Dieu que ceux qui chantent le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Et donc ils sont très proches de la Torah, même quand ils n'ont pas envie.
donc, ils font ça aussi. Ils donnent à manger aux bêtes avant de manger eux-mêmes. Donc, les horaires de repas sont fonction des horaires des vaches. Mais pourquoi les vaches, ils mangent tôt le matin? Non, mais il faut leur en servir, il faut leur mettre le foin, etc. Donc ils vérifient que tout est en ordre, après ils vont manger. Amar Bar Shmuel, vous voyez, on est déconnecté de ça, parce que nous, on vit pas avec des animaux vivants, on vit avec des animaux congelés. Amar Rab Shmuel, Mishmuel de Rabbi Chia, Achar kol achilatra, echol melach. Il dit après, quand tu as fini de manger n'importe quoi, mange du sel. Il y a des gens comme ça, si vous les invitez à la table, une fois qu'ils ont fini de manger, ils trempent le petit doigt dans le sel comme ça. Alors vous croyez qu'ils sont fous? Ils obéissent à ça. Après toute nourriture, mange du sel. Maintenant on ne le fait plus, puisqu'en vérité tout ce qu'on mange est salé. Mais à l'époque c'était pas salé. Là, il y avait la guerre du sel. Ça coûtait beaucoup d'argent le sel. Ils faisaient la guerre pour ça. Dans Milchama, c'est la chose melach. Oui, jusqu'à très tard. Il y avait un impôt sur le sel en Europe. Comment ça s'appelait? La gabelle. La gabelle, bravo. Je vois que vous êtes culturé. Donc oui, le sel, ça coûtait très cher. Parce que tout le monde n'avait pas la mer à côté pour se dessaler, etc. Donc, celui qui avait du... Et puis en plus, on n'avait pas de frigidaire. Étant donné qu'il n'y avait pas de frigidaire, il fallait tout saler, sinon ça pourrissait. Donc on faisait les guerres pour garder le sel. Si vous n'avez pas le sel, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien, quoi. Tout mourait. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, les soldats? Ou les marins, etc. Des trucs salés, parce que ça ne s'abîmait pas. Donc mais les gens du village n'avaient pas d'argent pour s'acheter du sel. Donc ils ne mangeaient pas salé. Ni le pain, ni rien du tout. Si vous vouliez faire un cadeau à quelqu'un, vous lui ameniez du sel. Ah, c'était la fête. Alors qu'aujourd'hui, ça coûte 3 shekels le paquet. Mais à l'époque, il a amené du sel, on va pouvoir manger. Vous avez compris? Donc, il dit, une fois que tu as fini de manger, mange du sel. Ve'achar kol shtiatra, une fois que tu as bu n'importe quoi, bois de l'eau. Mon histoire du café de tout à l'heure. Vous avez compris? Et tu ne seras jamais malade. Donc à l'époque, c'était une ségoula pour ne pas être malade. Manger du sel après le repas et boire de l'eau après toute boisson. Et aujourd'hui, pourquoi on est malade? Parce qu'on mélange tout. On mange de tout à n'importe quelle heure, on boit de tout à n'importe quelle heure, et voilà pourquoi on se rend malade. Donc il faut savoir, il faut boire chaud en été, froid en hiver. Mais on fait tout à l'envers, on fait n'importe quoi, donc c'est pour ça qu'on est malade. Non mais bête. Les médecins ils vous disent prenez ça. Mais attends, fais déjà les bases de la diététique. En été, on boit chaud. Vous connaissez beaucoup de gens qui boivent chaud en été? Non. Oui, sois gentil. T'as pas un coca frais plutôt qu'un café au lait brûlant? Non, pourquoi le café au lait brûlant? C'est mieux pour. Ouais. Et en hiver, par contre, ils vont boire froid. Ben, les Bédouins là-bas, qui vivent dans les tentes à 40 degrés à l'ombre, quand ils vous reçoivent, ils vous servent du thé et du café noir. Et vous dites, il n'y a pas de l'eau fraîche? Non, bois ça. Parce qu'ils connaissent. D'accord? Donc, il te dit, tu ne seras jamais malade si tu fais comme ça. Pardon? Il ne faut pas boire en mangeant. Et oui, il faut éviter de boire en mangeant. Il y a plein de trucs élémentaires qu'on ne fait pas, et c'est pour ça qu'on est patraque. Voilà. Bon, donc il faut évidemment actualiser tout ça. Tanya Nami Achi, on enseigne également. Achar kol achilatra echol melach. Donc il te confirme que ça doit être comme ça. Ve'achar kol shtiatra shtemaim. Nous aujourd'hui on fait comme ça. Pourquoi on a soif vendredi soir par exemple? Vous avez remarqué, après le repas du vendredi soir, on veut un verre d'eau fraîche avant de dormir. Parce qu'on mange trop salé. On mange trop et salé. Et comme je vous l'ai expliqué 1 million de fois, j'ai un ami qui est Yanan, œnologue. Il
qui fabrique le vin. Il a mis 7 ans d'études pour apprendre à faire du vin. Ah, voilà. À la fac, hein, pas dans un... Ici en 7 ans d'études. Il a été en France, en Israël. Et ils l'ont envoyé en France pour faire un stage pour le champagne. Bekitsour, il est œnologue et il m'a expliqué, ce que vous ne savez pas, que sur la langue, il y a 4 zones. 4 zones. Il y a la zone du piquant, la zone du sucré, la zone du salé et la zone de l'acide. Donc votre langue, elle est sensible au sucre, au sel, piquant, acide. Et donc, quel est le problème de la langue? C'est qu'il y a l'accoutumance. C'est-à-dire, une fois que vous mangez sucré, par exemple, donc c'est sucré. Maintenant, la prochaine fois, vous voulez que ce soit plus sucré que ce que ça l'était, puisque la langue n'a plus de stimulus. Et la même chose pour le piquant, et la même chose pour l'acide, et la même chose pour le salé. Et donc, on se déglingue le système digestif, parce qu'on fonctionne d'après la langue. Vous avez l'impression, c'est pas sucré. Parce qu'en vérité, votre langue ne réagit plus, mais c'est pas sucré pour la langue. Mais pour le diabète, oui, c'est sucré, trop. Et la même chose, le sel, la même chose, le piquant. Pourquoi les séfarades, par exemple, très très piquanteux, là, qui mangent du piquant avec le poisson, quoi. Vous savez pas si vous mangez du poisson ou du piquant. Si vous voyez vous voyez les siratanilous, non, mais si c'est pas la couleur, vous auriez dit, mais... Donc pourquoi? Parce que la langue ayant été habituée au piquant, elle devient de plus en plus... elle a besoin de plus. Alors le sel, le sucre, le piquant et l'acide, nous perdons donc et donc c'est très dangereux. Parce que le piquant, c'est le moins dangereux de tout d'ailleurs. Vous savez ça? Ah oui. À part pour certains hémorroïdes dangereux, le piquant, tous les docteurs vous disent, ça ne risque rien. Ni diabète, ni urée, ni cholestérol. Le piquant, c'est le moins dangereux de tous. Le plus dangereux, c'est le sel et le sucre. Vous aurez appris quelque chose ce soir, vous voyez. Vous venez au moins complément de la coupe libre. Moi, je croyais toujours que le piquant, c'est dangereux. Et j'ai une belle sœur, que Dieu la bénisse, depuis que je la connais, elle finit un pot de piquant par repas. Et elle me dit, ça tue les microbes. Et elle a dit, c'est vrai que le docteur, il a dit, ça tue les microbes. Et tous les docteurs vous le disent, non, le piquant, ça fait rien. Alors que le sel et le sucre, ça c'est très dangereux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les papilles gustatives, elles sont contrariées par ce qu'on mange. D'accord? Et donc voilà pourquoi les gens sont malades, parce qu'ils mangent d'après la langue et non pas d'après la santé. Ils veulent la sensation. C'est un problème. Un gros problème. On va en enfer à cause de ça, quoi. Et vous croyez, l'enfer, c'est que si on l'a tué et volé, c'est à cause de la table. La table nous rend grossier. Bekitso. Voilà. Tania Ida, on enseigne un autre enseignement. Achal, kol machal velo achal melach. S'il a mangé n'importe quoi, mais il n'a pas mangé du sel avec, ou il a bu n'importe quoi, il n'a pas bu de l'eau avec, idag mereach apé, il aura une mauvaise haleine. Parce qu'il faut manger, il faut boire de l'eau et manger du sel. Ou balaïla, et si c'est dans la nuit, mipne askara. Alors là, il faut le faire. Hein. Askara, c'est ce qu'on appelait la dysenterie, la diphtérie. Que Dieu préserve, c'est une maladie très très dangereuse. C'était une inflammation de la gorge et qui tuait les enfants et qui tuait plein de gens. Là aujourd'hui, avant il y avait des épidémies de ça. Maintenant c'est... vous vous rappelez quand on était en France, on faisait le DTTAB. Voilà, c'était un des trucs que ça a soigné, c'était le... Alors ici aussi, tous les gens qui font des vaccins, ils ont des vaccins contre la diphtérie. Et on dit que
c'était la mortalité infantile, c'était à cause de ça. Les enfants, ils avaient et on dit d'ailleurs que ce que dit la Gemara là-bas, que à l'époque où il y avait les peines de mort, il y avait une des peines de mort qui était l'étranglement, Chenek. D'accord. La Gemara dit, madame, il n'y a plus de Chenek puisqu'il n'y a plus de Bédine, mais il arrive quelquefois que le bon Dieu, il va s'occuper il va envoyer à la personne de mourir de diphtérie ou de noyade. Bon, la noyade, c'est plus fréquent. Mais la diphtérie, c'est la personne meurt étouffée. Donc il te dit, voilà, si mon coco, si tu n'as pas bu suffisamment d'eau en journée ou de sel dans ton alimentation, etc., etc. Bon, aujourd'hui, évidemment, on a de l'eau courante, donc on boit, on a du sel partout, donc on risque rien. Par contre, Tanu Rabanan, a mekape achilato b'maim, eno ba lidei choli me'ai. Celui qui accompagne son alimentation avec de l'eau, il ne sera jamais malade des intestins. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il mangeait beaucoup de féculents. Comme il mangeait beaucoup de féculents avec des céréales, ils étaient constipés. Donc il fallait accompagner avec de l'eau. Donc aujourd'hui, comme les gens, bon, ils ne sont pas comme à l'époque, ils boivent de la bière ou du coca ou de l'eau minérale. C'est plus comme avant où il n'y avait rien à boire. Les gens ne savaient pas qu'il n'y avait rien à boire, c'était de l'eau ou rien. Et les gens riches, ils avaient du vin, etc. Aujourd'hui, vous avez 3000 sortes de bière, 4000 sortes de boissons, gazeuses, pas gazeuses, sans sucre, avec sucre, hop. Donc en général, on boit. Mais Kama, et c'est intéressant que on est remis ça dans de la Haggadah. C'est pas de la Haggadah en vérité, c'est de la Halakha. Et il dit combien il faut boire? Amar Rav Chisda, qui tonne les pâtes. Il faut boire un verre avec du pain. Quand tu manges du pain, un verre. Un verre d'eau par repas, ça veut dire, minimum. Amar Rav Mari, Amar Rabbi Yochanan, Aragil Badashim, celui qui prend l'habitude de manger des lentilles, bravo. Et comment vous dites les lentilles pour les yeux? Adachot. Bravo. Je vois qu'il y a des linguistes, comment dire, férus. Les lentilles pour les yeux, c'est adachot, et les lentilles dans le plat, c'est adachim. Echad lishroshim yom, il faut manger au moins une fois par mois des lentilles. Comme ça, il vous dit. Ça, vous pouvez encore le faire. Financièrement, c'est jouable. Ça coûte rien, les lentilles. Et puis, c'est un plat facile à faire. Et c'est délicieux. Et en hiver, surtout, La soupe de lentilles, bien sûr. en hiver, Avec du cumin. je vous le recommande. Un bon plat de lentilles avec des saucisses et du cumin, exactement. Vous passez l'hiver tranquillement. Donc il dit au moins une fois par mois, il faut manger des lentilles. Monea askara mi beto, il enlèvera de sa maison les problèmes d'étouffement. Aval kol yomar, mais s'il en mange tous les jours, comme c'était dans les cantines, les cantines publiques, il dit non, c'est très dangereux, au contraire. Il ne faut pas abuser des lentilles tous les jours. Quand on était en colonie de vacances, il y avait inscrit aux enfants, nourriture bonne et abondante. Variée et abondante. Pour montrer que c'était pas tous les jours la même chose. Maïta, dit pour quelle raison? Michoum de cacher les réachapes. Parce que si on mange trop de lentilles tous les jours, c'est pas bon pour la laine. Amar Rav Mari, Amar Rabbi Yochanan, donc vous voyez que les grands chachamim des générations se sont préoccupés de la diététique. C'est écrit dans le Talmud, qu'est-ce qu'on doit manger, vous vous rendez compte? Aragil bechardal, celui qui s'habitue à manger trop de moutarde. Echad lishloshim yom, il faut en manger au moins une fois par mois seulement.
Monea cholaim mi beto, les gens de sa maison ne seront jamais malades. Ah ouais, il a dit le Rambam. La moutarde, on parle de la moutarde de leur temps, qui était très forte. Très fort. Aval kolioma, non, mais chaque jour éviter. Donc les Amerlocs qui mettent de la moutarde et du ketchup dans chaque sandwich, après ils s'étonneront d'être malades. Il faut éviter de manger de la moutarde et ni les Allemands ni les Américains n'ont raison. Maïtama, quelle en a la raison? Michoum de cacher le khulcha de liba, ça affaiblit le cœur. L'abus de moutarde, c'est comme c'est très fort, donc pompe l'énergie. ça fait monter la tension. C'est ça. Donc c'est très dangereux. D'accord? Moi je connais des Alsaciens, d'accord? Ils ne savent pas manger sans terminer un peu de moutarde. De Dijon, là, elle est forte. Là. Très, très. Ça fait même pleurer, à tel point. Donc il te dit c'est très dangereux pour le cœur d'en abuser. Amara Fria Barashi. On va arrêter là avec ça. Amara Varagil Bedagim Ktanim. Celui qui s'habitue à manger des petits poissons. Les petits poissons, c'est pas les poissons que nous mangeons, comment on dit ça, qui ont de l'oméga chaloche, comme la sardine, et le sprat et le maquereau. Non, les petits poissons, c'est les petites fritures que les gens... Ils vendent au marché. Voilà, ils vous vendent ça, c'est des petits poissons que vous mangez en friture. Vous ne pouvez pas les manger comme ça. Il dit, Einobal ide cholimeaim, il n'aura jamais mal au ventre, parce que ça donne des diarrhées. Donc, comme ça compense, si vous mangez trop de féculents, il faut manger à la place des petits poissons grillés. Vélo, et pas seulement ça, et là, chez Dagim Ktanim, Mafrin ou Marbin. Celui qui mange des petits poissons, eh ben, il aura beaucoup d'enfants. Parce que comme ils prolifèrent beaucoup, les petits poissons, la personne qui en mange aussi, il aura beaucoup d'enfants. Ou Mavrin Goufo chez la dame, et ils rendent le corps bien portant. Voilà, on arrête là, si vous le permettez, puis sinon on en a pour 3 heures, parce que c'est très long. Et c'est tous les sujets de diététique qui restent encore actuels d'ailleurs. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous voyez ce qui est intéressant dans ce